Ils sont 91 800 à Bruxelles, des chercheurs d'emploi, et c'est 3 900 de plus qu'il y a un an. Alors y a-t-il quelque chose à revoir dans notre politique d'emploi, d'accompagnement et de formation? On en débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et j'accueille en plateau 4 spécialistes. Olivia Petittot, bonjour. Vous êtes la directrice générale de Bruxelles Formation. On verra ce que la région propose à ces personnes qui suivent ou non une formation pour accéder à un emploi. Arnaud Legrel, bonjour. Vous représentez les employeurs puisque vous êtes le directeur général de Fédergon Bruxelles et que vous siégez au sein de BESI, la chambre bruxelloise du commerce. Emmanuel Deboc, bonjour. Vous êtes chef de groupe Défi, le parti du ministre de l'Emploi et de la Formation. On verra quelle est votre interprétation des chiffres. Et face à vous, l'opposition MR, David Laister. Bonjour, vous êtes vous, chef de groupe, mais donc pour le mouvement réformateur. Emmanuel Deboc, si on fait le débat cette semaine, les chiffres du chômage tombent régulièrement, mais c'est parce que cette fois-ci, Actiris le reconnaît, il y a une augmentation, 4,4%. Qu'est-ce qui se passe? On reconnaît que quelque chose ne fonctionne pas ou moins bien qu'il y a un an, ou bien on comprend mal? Donc il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'on n'a jamais eu si peu de demandeurs d'emploi inoccupés. Par rapport à l'année passée, qui était 88 000, on a effectivement une petite augmentation de 2 000 personnes. En réalité, c'est lié à un phénomène purement conjoncturel. D'abord, la moitié de l'augmentation, ce sont les Ukrainiens qui se sont maintenant inscrits. Donc il y a plus de 1 000 personnes qui sont inscrites alors qu'elles ne le devaient pas précédemment. Il y a d'autre part les jeunes qui se sont inscrits. Il y a plus de jeunes aujourd'hui qui ont terminé leur cursus, qui avait été prolongé avec le Covid et qui s'inscrivent désormais chez Actiris. Troisième phénomène qui intervient, on a augmenté la durée de validité de l'inscription CPS auprès d'Actiris, qui est passée de 3 mois à 6 mois, et ça se traduit effectivement également dans les chiffres. Mais tout ça était prévisible. Alors, est-ce qu'on a anticipé? On est passé quand même en 10 ans de 110 000 demandeurs d'emploi inoccupés à 90 000. 20 000 demandeurs d'emploi inoccupés en moins, avec un taux d'emploi qui est aujourd'hui en croissance la plus forte de toutes les régions. On a dépassé la Wallonie, on est à plus de 68% aujourd'hui par rapport à une moyenne nationale qui est à 72% et la Wallonie est à 66%. Donc l'effort, il a été fait par Bruxelles, c'est Bruxelles qui a rattrapé la Wallonie, pour l'instant qui est en train de la dépasser et qui est en train de rattraper la moyenne nationale. Rappelons que la Flandre est à 76%, c'est la Flandre qui tire effectivement cette moyenne nationale vers le haut. Alors on entendra la réponse de l'opposition dans un instant, mais je me tourne vers le patronat. Il y a quand même un élément qui est aussi reconnu par Actiris, c'est une difficulté à trouver de l'emploi. Voilà, on le ressent côté patronal, on explique comment le fait qu'il y ait des dizaines de milliers de demandeurs d'emploi et toujours autant d'offres qui restent sans trouver acquéreur. Oui, c'est le grand paradoxe et il ne cesse de s'accroître, c'est qu'il y a des chercheurs d'emploi, il y en a beaucoup, mais il y a encore un nombre d'offres d'emploi qui sont insatisfaites, qui va grandissant. Donc ce qu'on appelait les métiers en pénurie ou en tension, effectivement, sont une source croissante d'inquiétude pour nous. Les profils ne s'améliorent pas beaucoup, le travail qui est fait sert, mais pas assez, donc l'écart reste manifestement très important, il a plutôt même tendance à s'accroître. David Laister, quand vous entendez finalement la majorité dire on s'en sort pas si mal à Bruxelles, il y a des choses qui sont conjoncturelles, vous partagez cette analyse sur les chiffres? Mais moi, je vais mettre le cœur de M. Deboc à l'aise tout de suite. Je pense que M. Clerfailly fait tout ce qu'il peut dans la coalition dans laquelle il est. C'est une coalition plutôt de gauche, avec une volonté probablement de ne pas avoir un accompagnement des demandeurs d'emploi qui est suffisamment actif, qui est suffisamment proactif. C'est pas que moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui a rendu un rapport il n'y a pas longtemps expliquant en quoi, sur toute une série d'éléments, l'accompagnement des demandeurs d'emploi n'est pas suffisamment performant. Quand vous dites l'accompagnement, c'est jusqu'à la sanction et la perte d'allocation? Bien entendu, vous avez par exemple à Bruxelles un collège d'évaluation qui n'existe ni en Wallonie ni en Flandre et qui rend donc le processus encore plus long et qui fait que, dans les chiffres, j'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, vous avez 45%, presque un demandeur d'emploi sur 2 est au chômage depuis plus de 2 ans. Mais je voudrais avoir la réponse du patronat sur cette question. Est-ce que vous avez envie d'engager des gens à qui on dirait tu perdras tes allocations si tu ne trouves pas vite du travail? Est-ce que c'est ça la bonne manière de motiver les gens à travailler chez vous? Vous êtes par exemple à Fédergon dans le secteur des titres-services, donc une manœuvre peu qualifiée. Voilà, alors ce qui est vrai, c'est qu'on observe que l'activation, c'est devenu un gros mot. Alors c'est très curieux puisque le but, c'est quand même de montrer aussi que le travail, c'est le premier moteur pour réduire la pauvreté, et à Bruxelles, ça a une signification vraiment particulière. Donc c'est vrai que comme représentant patronal, nous avons pas mal d'inquiétudes sur
cette espèce d'état d'esprit qui consiste à dire que la paupérisation des ménages à Bruxelles rend impossible la sanction et que de toute façon la sanction ne peut pas être prise parce qu'il est déjà très difficile de contacter ces demandeurs d'emploi qui sont inatteignables parce qu'ils sont dans des blocs d'immeubles dans lesquels il n'y a pas de boîte à lettres, donc ils ne reçoivent pas le recommandé. C'est quelque chose qu'on entend vraiment à intervalles réguliers, et que finalement, ils sont les victimes d'un système et qu'il n'y a pas assez d'offres. Je constate à l'inverse que toutes les entreprises nous disent qu'elles font tous les efforts possibles pour recruter et que c'est de plus en plus difficile. Je constate quelque chose de très positif également. Dans le temps, les employeurs avaient tendance à rechercher un mouton à 25 pattes. Il est devenu à 5 pattes il y a quelques années. Ensuite, on a des entreprises qui nous ont dit, écoutez, on est prêt à recruter des gens qui ont les bonnes attitudes, mais pas la formation technique. Et aujourd'hui, nous constatons, et les chiffres de l'intérim sont plutôt gentiment à la baisse depuis plus d'un an, que les entreprises commencent à dire, écoutez, je préfère avoir quelqu'un qui ne convient pas plutôt que personne. Et là, c'est particulièrement inquiétant. C'est peut-être une source d'opportunité, mais les défis sont nombreux, entre autres en matière de formation. Je retourne de l'autre côté de la table. On va entendre Olivia Petitto sur le caractère contraignant, notamment des formations, mais Emmanuel Debock, contraindre des demandeurs d'emploi à suivre des formations, à accepter un emploi sous peine de perte d'allocation, c'est quelque chose que vous trouvez acceptable ou pas? Mais déjà, la sanction, elle existe tant en Wallonie qu'à Bruxelles, en fait, et elle est appliquée. Donc, il y a des sanctions qui sont prononcées par rapport aux gens qui ne se présentent pas ou qui ne vont pas aux entretiens. 2, la formation est un véritable enjeu, mais il faut quand même rappeler d'où vient le problème. Il y a trop de jeunes qui sortent de l'école normale sans formation adéquate. Aujourd'hui, ça représente 2/3 en réalité du stock de personnes qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi. Ce sont des personnes qui ne sont pas formées. Et donc, on arrive en bout de course à 18, 19, 20 ans à faire finalement le travail de la Communauté française. Donc là, on pourrait demander des comptes aussi aux partis qui sont à la Communauté française. Il y a tout un enjeu par rapport à cela, alors qu'effectivement, les demandes, et il y a quand même 13% de demandes de moins cette année-ci par rapport à l'année passée, donc il y a quand même moins de demandes aussi de travail, demandent des qualifications pointues. Je rappelle quand même aussi que les gens qui sortent de l'université ne trouvent pas tous un emploi. Il y a quand même 1/3 de ces personnes qui se retrouvent aussi en attente. On va regarder ces chiffres parce qu'on les a en graphique dans un instant. Mais Olivia Petitto n'a pas encore eu la parole. Et moi, je viens avec cette question qui a été posée à mon avis, celle de la contrainte. Est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que vous remarquez à Bruxelles Formation que si on contraint les gens à suivre des formations, ils sont motivés et voire efficaces après? Je pense que notre enjeu, c'est de susciter des vocations. C'est de trouver sa voie professionnelle. Beaucoup de gens, et on sort quand même de deux grosses crises existentielles qui ont vraiment bouleversé la population et les jeunes en particulier, mais pas que les jeunes. Donc on est face à des personnes qui sont en désorientation professionnelle et notre premier job, c'est de pouvoir les aider à trouver leur voie. Donc et vous le dites diplomatiquement, mais la contrainte ne vous apparaît pas, vous comme directrice, comme le meilleur moyen de motiver? Alors, pour moi, il y a du contrôle dispo qui a été rétabli. Pendant la période Covid, en effet, tous ces contrôles ont été levés. C'est une réalité. Maintenant, ils sont réactivés. Nous, on retrouve notre public. Les organismes d'insertion socio-professionnelle retrouvent progressivement leur public également. Les chiffres augmentent. Le nombre de personnes formées augmente. La contrainte à s'orienter et à travailler au fait de trouver une voie professionnelle, oui. Le fait de choisir pour quelqu'un d'autre ce pourquoi il va se lever le matin, je pense que ça n'a pas vocation à réussir. Mais effectivement, faire du bilantage linguistique, numérique, professionnel, systématiquement pour les chercheurs d'emploi, oui, bien sûr, et les envoyer en formation, parce qu'une majorité des chercheurs d'emploi, évidemment, ont besoin de formation à Bruxelles. Nous sommes là pour les accueillir avec tous nos partenaires. Alors, je vous propose de regarder quelques chiffres. Ils viennent d'Actiris. Vous allez les voir apparaître à l'écran en plein cadre. Alors, le premier, c'est le niveau d'études. Eh bien, voilà, ce qu'on qualifie d'un niveau d'études faible, c'est-à-dire pas de certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'équivalent, c'est 61% des demandeurs d'emploi à Bruxelles. C'est énorme. Ceux qui ont un niveau élevé, c'est un peu moins de 18%. Et donc, ce sont ceux qui ont, en gros, fait des études supérieures. Ils ont un bachelor, ils ont un master. Il y a un deuxième graphique que je veux vous soumettre, c'est celui sur la durée d'inoccupation. Ben là, vous voyez aussi, c'est assez flagrant. Plus de 2 ans d'inoccupation, c'est 45% des demandeurs d'emploi. Et si on ajoute ceux qui sont entre 1 et 2 ans, 15% supplémentaires. Voilà, on est à 60%, mais un peu plus, qui ont entre 1 et 2 ans d'inoccupation, voire plus. Emmanuel Debock, qu'est-ce qu'on fait avec ce public qui est tellement décroché à Bruxelles aujourd'hui? Et donc la première chose, c'est qu'il faut quand même dire qu'à Bruxelles,
On est passé de 30 000 demandeurs d'emploi jeunes, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont là? Il faut reconnaître ce qui est fait. Donc on a aujourd'hui, on est la statistique de région qui a le moins de chômeurs jeunes. Alors on peut effectivement gloser sur la durée d'inoccupation, mais ces jeunes, ils sont envoyés en stage. Il y en a plus de 16 000 aujourd'hui qui participent à des stages en entreprise, des stages de formation, et qui, au bout du stage, ont un taux de réussite et d'emploi de 60%. Ça, c'est la réalité. Vous confirmez l'efficacité de stage, c'est la meilleure des formations? Alors, il y a stage, il y a des formations en entreprise, effectivement. Donc moi, plus on aura d'employeurs publics et privés qui envoient leur offre d'emploi à Actiris, qui ouvrent leurs portes pour de la formation professionnelle individuelle en entreprise, par exemple, on a 90% de retour à l'emploi durable après une FPIE. Enfin, Arnaud vraiment, Legrel, ça vous fonctionne. confirmez que ces formations sont utiles pour le monde de l'entreprise? Parce qu'il y a quand même toujours cette pénurie. Et donc voilà, on va y venir. Mais comment on attire dans les métiers en pénurie? Alors les formations sont utiles et toutes les expériences, je suis très content d'avoir entendu ce qu'on vient d'entendre, toutes les expériences d'emploi sont utiles. Les stages, les périodes de travail intérimaire, les essais métiers, tout ce qui permet d'aller se confronter à la vie de l'entreprise. Et la formation, c'est un des éléments mais effectivement, on ne rattrape pas un historique qui est compliqué, qui est ce que produit la communauté Wallonie-Bruxelles, qui est très peu performante, il faut le reconnaître. Vous avez des propositions dans le chef du patronat pour favoriser l'attractivité des métiers en pénurie? Alors, il n'y a pas que les métiers en pénurie, mais aujourd'hui, ils sont tellement vastes que c'est vrai que c'est un peu un prisme déformant. Aujourd'hui, il y a des possibilités de faire rentrer sous des statuts divers et variés des jeunes en entreprise pour les former à ces métiers qu'on aime bien appeler des métiers d'avenir pour montrer que c'est plus positif que pénurie. Mais c'est véritablement le cas, il y a énormément de possibilités. Les entreprises sont demanderesses. Elles sont demanderesses en partenariat souvent avec les organismes de formation, mais pas seulement. Donc, Emmanuel Debock soulignait la présence des Ukrainiens importante. Alors moi, j'ai un peu creusé les chiffres et du côté d'Actiris, on me dit, c'est leur analyse, si on retire les Ukrainiens qui sont aujourd'hui dans une situation de demande d'emploi et qui n'ont pas appris une des langues nationales, parce que quand on vient de Kiev, maîtriser le français, le néerlandais, c'est pas forcément évident, eh bien on arrive à des chiffres qui rendraient le nombre de demandeurs d'emploi stable. Alors moi, je pose une question aux deux politiques qui sont là. Est-ce qu'on a bien fait de tendre la main, d'accueillir ces personnes qui fuient à la guerre? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas finalement tendu un piège à notre emploi, à notre économie? David Leister, vous êtes aussi président de CPS, je le rappelle, à Watermal Boisfort. Les gens qui ne sont pas dans le circuit, c'est au CPS qui se retrouvent. Hein. Et donc, est-ce qu'on a bien fait de tendre la main à toutes ces personnes, tous ces publics-là? Oui, on est dans une situation de guerre, donc on doit tendre la main à ceux qui viennent ici. Vous avez l'impression que pour les Ukrainiens, on le fait, peut-être pas pour les Afghans ou pour d'autres pays dans le monde. Mais de manière plus globale, là, je trouve que les Ukrainiens, c'est un magnifique exemple, je trouve, je ne m'en voudrais pas, mais de l'échec pour moi, de ce qui se passe à Bruxelles en termes d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Si vous le comparez avec le taux d'emploi des Ukrainiens, que ce soit en Flandre ou aux Pays-Bas, il est 2 à 3 fois plus élevé qu'à Bruxelles. Et donc, c'est qu'il y a quelque part quelque chose dans l'accompagnement de ces personnes. Ce sont les mêmes, hein, c'est les Ukrainiens. Vous n'allez quand même pas me dire que ceux qui ont plus de mal à trouver un emploi sont justement atterris à Bruxelles. Là, ils ne viennent pas de la Fédération de Bruxelles. Ils n'ont pas suivi les écoles de la Fédération de Bruxelles. Et qu'est-ce qu'on fait moins bien à Bruxelles qu'en Flandre? Vous avez comme ça une liste. Lisez le rapport de la Cour des comptes, tout est mis dedans. C'est même pas l'EMR, c'est le rapport de la Cour des comptes. Ils expliquent entre autres, vous avez des processus d'accompagnement qui sont trop longs, vous avez un lien vers la formation qui aussi est trop lourd. Enfin, il n'y a rien qui va dans l'histoire. Ça, je suis désolé. Et dans les faits, c'est ça. Les Ukrainiens, c'est un bel exemple où vous avez 2 à 3 fois moins d'Ukrainiens arrivés à Bruxelles qui travaillent comparativement à ceux qui sont en Flandre ou aux Pays-Bas, par exemple. Tout est dit. Emmanuel Debock, on est moins bon à Bruxelles qu'en Flandre? Alors, c'est pas tout à fait exact. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand ils sont arrivés, il y a eu toute une polémique sur le fait que quand ils étaient dispatchés dans les 3 régions, la Flandre a mis le paquet, si je puis dire, sur ceux qui étaient le plus formés. Et la Flandre a pris donc les mieux formés et les a effectivement eu plus facile à les mettre en situation d'emploi. Rappelons quand même qu'il y a le plein d'emploi en Flandre, pour être clair. Et la Wallonie et Bruxelles se sont retrouvés avec ceux qui étaient le moins formés. Par contre, ce que vous dites sur les inscriptions, aujourd'hui, c'est le cas aussi pour toute une série de gens qui... je parlais l'autre jour à un jeune avocat qui m'a dit « Je suis allé m'inscrire chez Actiris pour avoir effectivement l'accompagnement de base pour créer ma société. Et en l'occurrence, j'ai gonflé la statistique d'Actiris alors qu'en réalité, j'ai trouvé de l'emploi dans les 2 ou 3 mois. Donc, il faut aussi relativiser. C'est une photographie à un certain moment donné, mais il y a effectivement tous les gens qui sont sortis de l'école qui ne trouvent pas du jour au lendemain
et qui font 1 ou 2 mois d'inscription chez Actiris. Et donc ça peut paraître démesuré, mais on est quand même la capitale du pays. Il y a 835 000 emplois à Bruxelles, et il n'y en a jamais eu autant créés à Bruxelles, et il y en a 500 000 qui sont occupés par des Bruxellois. 500 000, c'est 10% de plus qu'il y a 6 ans. Il n'y a pas une région qui a fait ce bond et ce rattrapage sur les autres régions. Même le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Runge, qui n'est pas un socialiste, pour le coup c'est un libéral, a reconnu que c'est à Bruxelles que l'écart par rapport à la moyenne nationale a été divisé par 2 et qu'on est en train effectivement de complètement combler ce retard. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge auxquelles on répond mieux qu'à d'autres? On se souvient de la stratégie quartier zéro chômeur, la garantie emploi pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge pour lesquelles on est plus fort ou moins fort? Dans les chiffres d'Actiris, le taux de sans emploi chez les 50+, est stable. Alors on s'inquiète pour les jeunes, Olivia Petitto, c'est peut-être plus facile de les former aussi quand ils sont plus jeunes? Alors, les jeunes, effectivement, on les attire avec des formations, une offre de formation qui est assez pléthorique dans le numérique et qui les attire réellement. On essaye aussi de se diversifier au maximum, par exemple Urban 360, donc c'est une formation qui est toute petite mais qui s'adresse vraiment à ceux qui font de la musique urbaine. C'est une niche, mais en attendant, ça fonctionne. Et c'est vrai que à côté de ça, on a une offre qui est tout à fait variable au niveau de la construction, de la logistique, etc., qui répond aux métiers en pénurie. Ça, clairement. Qui ne répond pas à la demande, puisqu'on veut quand même encore engager et on ne trouve pas. Mais on est bien d'accord que c'est pour ça qu'on collabore avec les secteurs professionnels, donc dans des partenariats publics-privés à travers les pôles formation-emploi, pour justement déployer une offre et avoir une véritable vitrine pour valoriser les métiers de la construction, les métiers de la logistique notamment, pour pouvoir attirer plus de monde, tout âge confondu. Et c'est vrai que ça, c'est fondamental parce que ces métiers, ils payent quand même correctement. La construction, par exemple, on peut faire une progression vraiment dans le temps dans la construction et c'est vrai que ce n'est pas assez connu, ni par les jeunes, ni par des personnes qui souhaitent se reconvertir. Donc là, je pense qu'il y a encore un champ des possibles qui est énorme, à condition de pouvoir collaborer plus encore avec les employeurs. J'insiste, public ou privé, les deux. Aujourd'hui, je me souviens des chiffres de Raymond Dierna qui nous parlait de conventions, de coups de poing à pénurie et de formation sur mesure avec des employeurs. Elle évoquait le chiffre de 25, je pense, l'année passée. Nous, on est à 7, 8, 9, 10 selon les années. 7, 8, 9, 10 convention, donc vraiment sur mesure, où on a un employeur devant nous qui a environ 8 places à pourvoir et qui conventionne donc avec nous, avec Actiris et éventuellement le VDAB, pour mettre en place une offre de formation sur mesure et engager ensuite les personnes qu'on aura formées. Je me retourne vers Arnaud Le Grel. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas, du côté des employeurs, à proposer plus, alors qu'il y a un besoin de formation, à proposer plus de conventions? Alors, le problème, il est là, je dirais, pour nous, le constat qu'on fait, c'est la difficulté d'arriver à ces conventionnements. C'est très long, c'est très lourd, c'est très cher, en fait, pour les entreprises, c'est très compliqué. Pourquoi ça coûte de l'argent? Alors, ça coûte de l'argent parce que ça coûte du temps. Ça coûte beaucoup de temps et tous les employeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Il faut savoir, à Bruxelles, par exemple, les employeurs intérimaires ont beaucoup de mal à se faire valoir. Or, on sait que c'est un stepping stone, on sait que c'est une démarche qu'on n'arrive pas naturellement, quand on part de basse qualification, à l'emploi, CDI, temps plein. Il faudra passer par ce genre d'étape le plus souvent. Mais pour nous, on a énormément de mal à valoriser ces emplois-là, à obtenir pour ces emplois-là des accès à la formation préalable, à obtenir de pouvoir éventuellement rentrer dans des partenariats. Et on voit qu'effectivement, on forme des groupes de 10, 12 chercheurs d'emploi pour lesquels on a un employeur, on arrive à mettre de la formation, articuler ça, et on est content, et c'est bien, on le fait pour effectivement 8-10 entreprises avec 8-10, 12 c'est que ça fonctionne, mais c'est anecdotique, c'est à la marge, c'est pas suffisant pour peser sur une pénurie. Voilà, c'est très bien, mais il nous manque le turbo. Moi, je suis d'accord, le turbo, on le met quand on veut, effectivement, pour pouvoir... moi, je suis demandeuse de rencontrer, effectivement, des employeurs qui souhaitent... s'engager, engager. David Leister qui ronge son frein. Non, mais alors je dirais que c'est déjà mon argument recevable. Attendez, c'est dans 3 minutes, ça. Mais franchement, si vous allez regarder, je sais qu'on ne peut pas toujours comparer, mais en France, c'est ce qu'ils ont fait il y a 3-4 ans, on a beaucoup débattu au Parlement, c'est donner davantage de clés et de moyens aux entreprises pour que, seules ou en groupement, parce qu'une entreprise toute seule ne peut pas le faire, elles soient elles-mêmes pourvoyeuses de formation. Je ne dis pas que le public ne doit plus former, mais il faut reconnaître qu'avec la diversification aujourd'hui des métiers, on doit davantage pouvoir se reposer sur les entreprises sans pour autant que ça soit
en plus d'être une charge administrative en temps, un coût. Et donc c'est là où le public doit intervenir et où il doit y avoir quelque part un déplacement de moyens. Parce que, je crois que c'est important aussi de pouvoir voir, dans Bruxelles Formation, et je pense vraiment que vous faites tout ce que vous pouvez, et je ne cherche pas à critiquer, il faut voir l'évolution sur les années à la fois du budget qui est octroyé, du taux de sortie, positif ou négatif, et du nombre de personnes qui sont formées au cours des années. Est-ce que c'est en augmentation? Je ne veux pas froisser froisser Actiris, je ne veux pas froisser Bruxelles Formation, mais en gros, ce qu'ils font n'est pas suffisant, si je traduis ce que vous dites. Moi, je cherche ici à être vraiment constructif parce que c'est important. On parle de personnes qui cherchent un emploi, singulièrement des jeunes. Donc il ne faut pas verser dans de la politique politicienne. Mais donc vous, aux affaires, à la place de Bernard Clairfailly, vous faites quoi que lui ne fait pas aujourd'hui? Alors là, vous devez me donner 3 heures. Mais je peux vous dire, en une minute. Je peux vous dire, je pense que, aussi bien en termes d'accompagnement, là, il faut passer le cap supérieur. C'est-à-dire l'obligation? Pour moi, en effet, il faut que ça soit beaucoup plus rapide. Votre chiffre, 45% de personnes sont là depuis plus de 2 ans. Là, il y a quelque chose qui est loupé quelque part. Je suis désolé. Et je ne dis pas que c'est que M. Clairfailly, c'est un héritage du passé aussi. Mais ce n'est pas normal qu'à Bruxelles, vous avez des métiers en pénurie, il y ait autant de personnes qui soient depuis aussi longtemps demandeurs d'emploi. Ça, c'est pas normal. Emmanuel Leboeck, la non-obligation, c'est un acquis de la gauche dans le gouvernement actuel? C'est une question d'un débat droite-gauche entre une centriste que vous incarnez? Pas du tout, et j'ai déjà répondu. On est passé, en fait, d'une politique de l'emploi, pour caricaturer un petit peu, qui était de l'emploi subventionné, c'était ça avant, il y a 15 ans, à aujourd'hui une politique dynamique où effectivement il y a du partenariat avec les entreprises. Mais on est à 16 000 formations par an par rapport à 90 000 demandeurs d'emploi. Donc il faut effectivement passer à un niveau supérieur. Ça ne se fait pas en un jour. Il faut regarder ce qui a été accompli et on fait le rattrapage. Et par contre, effectivement, la formation continue. Quand je vois par exemple que 25% de ces fameux demandeurs d'emploi ont plus de 50 ans, c'est un enjeu. La formation continue, à la fois quand on a un travail, c'est important de pouvoir continuer à se former, de pouvoir effectivement pallier aussi aux crises économiques, à la récession. On vit une récession économique en Allemagne, ils sont à l'arrêt, on résiste ici à Bruxelles, c'est ça qu'il faut pouvoir faire. Et cette formation continue, on doit le faire avec les entreprises et aussi avec la communauté française. Qu'est-ce qu'on propose pour les 50+? C'est une question que je voulais poser aujourd'hui à Bruxelles, qu'ils travaillent ou non. On sait que l'employabilité des aînés, c'est un enjeu sur le marché de l'emploi. Tout à fait. Toutes nos formations sont ouvertes et accessibles à tout le monde. Non, il n'y a pas spécifiquement pour les 50+. Oui, non, c'est vrai. Des gens qui ont encore près de 20 ans de carrière devant eux, si on compte bien. 50 ans, voilà. Donc voilà, ça me parle. non, mais clairement. Et donc, non, vraiment, et c'est vrai qu'il n'y a pas, je le dis platement en tout cas, sauf certains ateliers à la Cité des métiers, etc., il n'y a pas de formation spécifique dédiée aux 50+ aujourd'hui. Parce que, objectivement, sur la garantie jeune, il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont moins fonctionné. On a tous plaidé pour justement avoir une mixité d'âge qui est beaucoup plus efficace que de réunir les personnes qui ont le même âge ensemble. Arnaud Le Grelan, en 30 secondes, parce qu'on va arriver à l'argument recevable, mais pourquoi c'est tellement compliqué pour des employeurs de faire confiance à des personnes qui ont de l'expérience de vie et professionnelle? Pourquoi c'est si dur d'engager des gens qui ont 45 ans, 50 ans, 52 ans? Qui parfois ont travaillé pendant des années. Ouais, je pense qu'il y a un héritage du passé, là aussi, dans les entreprises. Il y a une forme de schizophrénie, il y a un coût qui est lié à l'ancienneté, pas à l'âge, mais à l'ancienneté, et une obsolescence des compétences. Et je pense que toutes les entreprises n'ont pas fait ce qu'elles pouvaient pour former, et il était très facile, jusque très récemment, de ne pas avoir une politique, je dirais, circulaire de sa ressource humaine. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire, elle est rare, donc il faut la soigner, il faut la former, pour surtout qu'elle ne quitte pas, ou que si elle quitte dans les bonnes conditions. Je propose qu'on passe à l'argument recevable, comme ça vous aurez le temps de le développer en 30 secondes chacun. Jingle. En fait, 30 secondes maximum, plutôt 22 secondes. David Leister, un argument recevable de l'autre côté de la table? Mais j'ai entendu avec beaucoup de joie la volonté de Mme Tito de s'élargir encore plus au secteur privé. Je pense que seulement 16 000 personnes, en effet, je pense que c'est même un peu moins, en fait, au cours des dernières années, de personnes formées à Bruxelles, alors qu'il y en a autant qui sont à la recherche d'un emploi. C'est pas suffisant. Il faut élargir beaucoup plus le cercle de formation. Nous sommes, et je terminerai par là, pour qu'il y ait une allocation de chômage plus élevée les 6 premiers mois, mais c'est vrai qu'après 6 mois, il y a un pacte social qui doit être signé avec la personne qui est dans cette situation-là pour dire là, tu dois te former ou trouver un emploi. Et on va tout faire pour, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Olivia Petittot, vous avez entendu un argument recevable du côté des patrons ou de l'opposition? Ah oui, moi j'ai entendu en tout cas la main tendue pour trouver plus d'employeurs justement qui seraient partants pour ouvrir leurs portes, soit individuellement, donc à des stagiaires, soit à des groupes de stagiaires pour pouvoir les engager ensuite. Un argument recevable obligé à l'opposition MR. Oui, mais c'est effectivement le même argument que je retiens, c'est celui de augmenter cette capacité effectivement de former avec les entreprises, aux côtés des entreprises.
Ça a un coût, il faudra peut-être l'assumer aussi. Et ce qu'on a fait aussi, il faut pouvoir l'accepter, c'est de retirer de l'argent aussi dans les formations qui ne fonctionnaient pas. Quand on a mentionné par exemple que employer les gens dans des associations, c'est concrètement pas forcément leur donner une chance réelle. Travaillons avec les entreprises, mais travaillons mieux, travaillons plus vite, et on y arrivera. Arnaud Le Graël, conclusion argument recevable. Très content qu'on parle d'enseignement, et je pense qu'effectivement, on en parle depuis longtemps, mais on ne voit aucun progrès. C'est vrai pour ce qui concerne la reconnaissance de diplômes étrangers, mais ce qu'on produit aujourd'hui, il n'est pas normal qu'autant de jeunes sortent à 18 ans sans un diplôme correct, convenable et qui donne un accès au marché du travail. Merci à tous les quatre d'être venus échanger sur cette question importante qui est celle de l'emploi. On en reparlera certainement dans les prochains mois, mais la semaine prochaine, ce sera un autre thème et de nouveau beaucoup de questions.